Enfin, Va maintenant être enregistré. et je travaille sur l'agroforesterie et en particulier, de plus en plus, enfin, mon thème général, c'était agroforesterie, adaptation au changement climatique et au niveau des méthodologies, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, numérique, donc à la fois modélisation et aussi, d'autres outils numériques, comme des capteurs, automatiques et cetera. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un panel rapide, un rapide tour d'horizon de différentes choses sur lesquelles on a travaillé dans le cadre du projet Digitaf, qui est un projet européen que je coordonne, projet Horizon Europe, qui regroupe 26 partenaires de plusieurs dizaines de pays européens. Et le projet est sur les années 2022-2026. Donc on entame là la dernière année du projet. Et donc les résultats que je vais vous présenter sont évidemment pas définitifs, mais ça va vous permettre de voir un petit peu le genre de choses sur lesquelles on a travaillé. Je répète, c'est un rapide aperçu. Et donc si jamais vous avez des questions sur un outil particulier, bien sûr, je peux creuser plus sur cet outil. Alors, sans attendre plus, je vais partager mon écran. Partager livre. Hop, voilà. Normalement, vous voyez. Donc, les principales réalisations jusqu'ici du projet Digitaf. Donc ce projet, on l'a construit avec une approche centrée sur les utilisateurs, avec trois groupes cibles. On a ciblé les politiques publiques, à la fois les décideurs politiques et les agences, les agences de paiement par exemple, au niveau européen ou d'autres agences qui gèrent l'application des politiques à l'échelle internationale, européenne ou nationale ou locale. On a ciblé aussi les agroforestiers, donc à la fois agriculteurs, conseillers agroforestiers, mais aussi propriétaires terriens qui sont responsables de la mise en œuvre concrète de l'agroforesterie sur le terrain. Et comme troisième groupe, les bénéficiaires des produits et services de l'agroforesterie, donc tout ce qui est filière et aval, parce que c'est là qu'on va pouvoir donner de la valeur, valoriser les produits et les services produits par l'agroforesterie. Donc cette approche, elle est centrée sur les utilisateurs et on a la philosophie en fait qui a un peu guidé le développement de tous les outils, c'est l'open source pour, euh, pour pouvoir avoir un développement décentralisé et décentralisé aussi dans le sens où on va pas essayer de faire un gros logiciel qui fait tout sur tout, mais plutôt un ensemble, une constellation d'outils qui répondent à des tâches plus petites, chacun plus petit, mais qui sont interopérables et qui peuvent travailler entre eux. Alors après, ça c'est évidemment le grand objectif. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à le faire dans chacune des activités qu'on a menées. Et on était guidé par les principes FAIR, donc facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable, pour pouvoir faire un développement qui soit enfin c'était notre hypothèse, qui soit plus durable au-delà de la durée du projet. Donc là, on n'est pas dans les termes de la durabilité classique agronomique, mais plutôt sur juste une échelle beaucoup plus restreinte. Comment éviter que tout ce sur quoi on va travailler finisse par tomber à l'eau dès que le projet se finit. Donc, on a commencé par faire une enquête initiale sur les besoins des acteurs, en ciblant en fait ces acteurs sur 6 Living Labs qui ont été montés à l'occasion du projet ou qui se sont enrichis lors du projet en République tchèque, en Finlande, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Angleterre. Il n'y en avait pas en France, faute de personnes pour les faire vivre. Et bref, dans ces 6 Living Labs, on a fait une enquête assez large qui ciblait nos trois groupes cibles sur leurs connaissances en agroforesterie, les besoins qu'ils avaient en termes d'outils numériques et les connaissances qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas concernant l'existence de ces différents outils.
Donc, on a eu 92 personnes qui ont répondu et on a analysé ces réponses et on en a fait un article dans Agroforestry System. Et avec ça, on a identifié différents sujets sur lesquels on voyait qu'il y avait besoin encore de travailler et de façon thématique. Et donc, on a créé des groupes de travail sur différentes thématiques qui sont le choix des espèces d'arbres, l'analyse financière, coût-bénéfice à l'échelle de la parcelle ou de la ferme, la biodiversité et santé du sol et le carbone farming, donc à la fois stockage de carbone et émissions de gaz à effet de serre. Et donc sur ces besoins, on a commencé par faire un catalogue des outils existants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même dans les besoins qui étaient exprimés par les acteurs, il y avait finalement déjà beaucoup d'outils qui existaient, mais qui étaient peu connus. Donc pour les faire connaître, on a créé ce catalogue qui est disponible en ligne. Vous avez le lien en bas et il y a actuellement 50 outils qui sont utiles pour l'agroforesterie et qui sont décrits et classés en fonction du type d'utilisateur, donc agriculteurs, euh, décideurs politiques, étudiants, enfin voilà, différents types d'utilisateurs, en fonction du type de système. Est-ce que c'est du sylvo-arable, sylvo-pastoral, et en fonction de l'étape dans la trajectoire d'agroforesterie. Est-ce que c'est juste pour se renseigner sur l'agroforesterie? Est-ce que c'est pour concevoir un nouveau système? Est-ce que c'est pour l'évaluer, évaluer un système en place ou est-ce que c'est pour continuer ensuite à valoriser les produits? Et on a profité également sur cette même page internet pour lister aussi les données qui sont utiles, donc des données utiles pour l'agroforesterie. Là, on s'adresse peut-être moins directement aux agriculteurs, mais plus aux gens qui veulent développer des, des outils pour l'agroforesterie. Et on a aussi listé des projets de recherche pertinents pour l'agroforesterie à l'échelle européenne, puisque en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de façon centralisée de rechercher les projets qui existent au niveau des projets européens, puisqu'il il y a Cordis avec toutes les descriptions des projets, mais il n'y avait aucun endroit où on pouvait retrouver tous les projets, y compris des projets plus locaux, en lien avec l'agroforesterie qui ont lieu en ce moment. Donc, des ressources intéressantes. Et à partir de ces outils, on en a choisi quelques-uns parce qu'évidemment, c'était pas possible de les tester tous. On en a choisi quelques-uns qui répondaient donc à chacune de nos grands thèmes et on les a testés avec des agriculteurs et des autres acteurs dans les Living Labs. Donc là, c'est le tableau qui présente quel outil on a testé à quel endroit pour pouvoir collecter des retours utilisateurs en termes à la fois d'utilité, est-ce que l'outil a les fonctionnalités qui sont attendues de lui, et aussi de facilité d'utilisation, est-ce que c'est intuitif? Donc on a classé tous les outils en fonction de ce résultat et surtout de pistes d'amélioration proposées par les agriculteurs et qu'on a fait remonter aux développeurs des outils pour améliorer les outils. Je vais présenter quelques exemples d'outils et de bases de données. Évidemment, c'est pas tous parce qu'on n'aurait pas le temps aujourd'hui. Encore une fois, le catalogue est en ligne et donc vous pouvez aussi rechercher les outils qui vous intéressent directement sur le catalogue. Premier outil que j'ai mis en premier parce que c'est moi qui l'ai développé, alors je l'aime bien. Alors c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que c'était le besoin qui était ressorti en premier dans les enquêtes, c'était un besoin de support pour choisir les espèces, des espèces d'arbres à associer en agroforesterie. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de, soit de bases de données, de bouquins qui contenaient des informations ou d'outils carrément déjà numériques sur ce choix-là, mais qui étaient finalement peu connus. Et on s'est dit, bon, bah, on va les regrouper ensemble, comme ça déjà, ça leur donnera plus de visibilité. Et puis, on va pouvoir, à partir d'une même interface qu'on a besoin de prendre une main qu'une seule fois, pouvoir interroger tous ces outils. Et donc, on a centralisé 10 outils, donc un guide
là, sur la capture d'écran, c'était fake data parce que c'était la version bêta. Depuis, c'est les bonnes données. Donc, le guide des arbres pour l'agroforesterie en Angleterre, un outil pour choisir les arbres qui est adapté au contexte belge, un outil développé dans différents pays du monde pour le café et le cacao pour choisir les arbres d'ombrage. Deciduous, dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans le cadre de ce groupe de travail sur le choix des porte-greffes pour les arbres fruitiers en France. Si vous n'en avez pas entendu parler, demandez à François. Un modèle qui reprend beaucoup d'espèces différentes sur le monde entier, mais qui concerne que l'adaptation au climat. Un outil développé par les Tchèques, l'équipe tchèque qui travaille sur la conforesterie depuis quelques années. Un outil développé aux Pays-Bas. Un outil pour les haies en Allemagne. Et une base de données sur les arbres en Finlande. Et enfin, qui n'est pas encore sur cette démo, mais qui est maintenant dans la nouvelle version, un outil en Suisse, développé en Suisse. Et donc, grâce à cette interface, on peut interroger ces différents outils en décrivant le site, description de l'exploitation, et puis les objectifs en termes de services écosystémiques attendus. Et ensuite, on peut classer les arbres en fonction de ces différents critères. Autre point, toujours sur le design, mais cette fois-ci le design spatial. Il y a on a développé un outil pour prédire la disponibilité de la lumière sous les arbres, donc où se projette l'ombre, et en fonction du temps, sur une période donnée, donc la période de croissance de la culture, à la fois l'ombre, ou en tout cas la lumière qui arrive au total, et puis son hétérogénéité spatiale, en fonction de l'espèce d'arbre, de l'âge des arbres, et basé sur des vrais scans de 3D d'arbres, puisqu'on avait déjà des outils qui faisaient ce genre de choses, mais avec des formes simplifiées d'arbres. Là, on a la vraie forme de l'arbre avec les trous dans la canopée, etc. Donc, quelque chose d'un peu plus précis. Et on a également publié cet article dans Agroforestry System. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire évidemment que ce qu'on peut tester, c'est les différentes densités d'arbres et orientation des lignes. Quand on décide de se lancer dans l'agroforesterie, un autre point évidemment très important qui va déterminer le choix de se faire de l'agroforesterie et le choix du système, c'est une évaluation financière. Et donc, on a analysé 6 outils existants d'analyse financière, et nous avons testé 4 de ces outils dans des cas d'études, donc sur des fermes réelles, dans nos 6 Living Labs. Et ces outils nous ont permis de calculer à la fois de vérifier quel outil était compatible avec quel type de système et quelles étaient les limites et les avantages de chacun. Donc c'est un peu le schéma que je vous ai mis sur la droite, qui explique en fonction du type de système quels outils prennent en compte ce système-là, et en fonction de l'échelle à laquelle on veut faire l'évaluation ou le type de. Et ça nous a permis aussi, sur nos 6 fermes cas d'études, de quantifier les coûts et les bénéfices de l'adoption de l'agroforesterie avec parfois différents systèmes avec plus ou moins haute densité, et de voir à partir de combien de temps on a un retour sur investissement par rapport à l'investissement initial de l'agroforesterie, et dans quelles conditions l'agroforesterie est rentable ou pas. Enfin, quand on a mis en place l'agroforesterie, un autre point très important, c'est de vérifier sa compatibilité. Donc, il vaut mieux le vérifier d'ailleurs avant, mais une fois que c'est mis en place, on peut aussi vérifier la compatibilité avec différentes mesures politiques. Et dans le cas de la PAC, évidemment, c'est la conditionnalité. Et c'est pas évident d'avoir les données nécessaires pour vérifier cette conditionnalité. Donc, on est en train de développer ce qu'on appelait le LPIS Sustainability Compass,
qui est en fait basé sur le RPG, mais le RPG de chaque pays, enfin de tous les pays européens, croisé avec des bases de données qui sont publiques, mais évidemment, quand on est un agriculteur, on n'est pas forcément un spécialiste en SIG. Et donc là, en fait, il y a une interface qui permet de facilement sélectionner soit une parcelle particulière, soit l'ensemble d'une exploitation, et d'interroger, donc du coup faire une requête spatiale sur ces bases de données. Et là, par exemple, je vous ai mis la capture d'écran où on visualise le pourcentage de couverture d'arbres, ce qui nous permet de vérifier qu'on ait le pourcentage souhaité. Ça donc permet également de se comparer avec les exploitations voisines, donc dans une boîte de 10 km sur 10 km, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on se situe par rapport à ses voisins en termes de couverture d'arbres. Et l'idée ensuite, c'est d'ajouter un certain nombre de couches. En fait, toutes les couches de données qui sont publiques mais difficilement interrogeables, qui concernent l'agroforesterie, de pouvoir les combiner et pouvoir les interroger à l'échelle en faisant une requête spatialisée sur les parcelles de l'agriculteur. Je ne sais pas si je suis claire. Autre utilisation de ces bases de données, de couverture, et cetera, c'est aussi d'avoir un petit œil critique sur certaines mesures politiques. Vous avez sans doute entendu parler du règlement contre la déforestation dans l'Union européenne. Et ce règlement pose question sur qu'est-ce que c'est que la définition et donc la quantification des forêts. Là, dans cette carte-là, on a une carte de toutes les couleurs qui sont pas en gris sont ce qui est considéré comme de la forêt dans la carte du JRC. Donc, c'est la carte qui est censée faire référence sur qu'est-ce que c'était la forêt en 2020. En fait, cette réglementation sur la déforestation suppose qu'on est capable avec les données satellites, de distinguer entre forêt et agroforêt. Et donc, tout ce qui est classé comme forêt est soumis à la RDUE. Et donc, il faut on n'a pas le droit de produire des produits dedans. Et quand on voit cette carte, là, c'est en Espagne, dans la région d'Extremadura. La carte identifie 1 million d'hectares de forêt, entre guillemets, dans le GRC, qui sont donc soumis à cette réglementation. Mais en fait, quand on croise ça avec les données du registre parcellaire graphique, enfin l'équivalent, le SICPAC, l'équivalent espagnol, on a en fait que 200 000 hectares de forêt, c'est les zones qui sont en vert très foncé. Tout le reste, en fait, c'est de l'agroforesterie. Et si on se base que sur la carte du JRC, on le classerait à tort comme forêt. On ne pourrait donc pas commercialiser les produits qui en sont issus, ce qui évidemment pose problème. Donc ça, c'est un message qu'on a porté, que l'ORAF a porté au niveau européen en disant attention, attention, il faut pouvoir distinguer forêt et agroforêt parce que avec des définitions un peu à l'emporte-pièce, on passe à côté de la réalité du terrain. Un autre exemple toujours pour vérifier cette conformité de données. Vous savez qu'il y a des indicateurs agro-environnementaux qui ont été développés pour tout un tas de cadres juridiques. Donc la PAC, bien sûr, le règlement sur la restauration de la nature, la directive nitrate, la directive cadre sur l'eau, la directive sur la surveillance et la résilience des sols, et bientôt le règlement sur la certification des réductions d'émissions de carbone et l'agriculture à bas carbone. Et en fait, chacun de ces cadres juridiques a un peu développé ses propres indicateurs. Donc, ce qui fait un poids administratif pour collecter ces données. Et aussi, ces données, une fois qu'elles sont collectées à l'échelle locale, mais elles sont ensuite rapportées et regroupées uniquement à l'échelle du pays. Ce qui empêche tous les décideurs locaux de vérifier si les politiques sont appliquées dans leur territoire, ce qui empêche également les agriculteurs de voir où ils se situent par rapport à dans leur région locale. Et donc,
on a travaillé sur le recensement de tous ces indicateurs environnementaux, leur croisement pour voir lesquels étaient des doublons avec des noms un peu différents ou des méthodologies un peu différentes et lesquels pourraient donc être fusionnés et faire des propositions pour le nouveau règlement CRCF, au lieu de créer des nouveaux indicateurs spécifiques, de réutiliser des indicateurs qui sont déjà collectés par ailleurs. Parce que le nouveau mantra de la Commission, ils finissent quand même par se rendre compte que c'est un petit peu, ça serait mieux de pouvoir collecter les données agricoles une seule fois pour les utiliser plusieurs fois dans le cadre de différentes politiques. Et donc l'idéal serait de pouvoir le faire à l'échelle de la parcelle, et c'est possible si on arrive à croiser les données des registres parcellaires graphiques de tous les pays avec les données qui sont collectées à l'échelle internationale. Voilà. Autre ressource qui peut vous intéresser, c'est un peu plus anecdotique, mais ça, c'est quand même sympa. C'est une galerie de photos. Une galerie de photos qui peut être alimentée par tout le monde. Donc, il y a un petit, sur le site dont vous avez l'adresse ici, il y a un petit bouton en haut qui s'appelle Ajouter une photo avec l'explication de comment faire. Et ce sont des photos si on les met sur cette galerie, elles deviennent, enfin, on s'engage à les mettre en CC BY, donc en accès libre avec juste obligation de citation. Et donc, je vous invite, si vous avez envie d'illustrer des présentations, etc., d'utiliser, de piocher dans ces photos et également de l'enrichir en mettant vos propres photos. Et voilà. Et ensuite, cette galerie, ben, c'est comme l'ensemble des outils digitaux qu'on a développés, on essaye de la rendre réutilisable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur le site internet de Digitaf, même si elle est visible sur le site de Digitaf, mais en fait, elle est ailleurs, elle est sur Zenodo, et il y a un système pour les collecter automatiquement les données, et donc même le code pour insérer cette galerie dans n'importe quel site web est en accès libre aussi. Donc, vous voyez l'idée à chaque fois d'avoir des choses qui sont réutilisables. Et bah voilà, c'est tout dans les exemples que j'avais choisis. Après, j'ai d'autres exemples que je pourrais vous présenter, mais je préfère laisser plus de place à la discussion. Donc, je vais quitter le mode plein écran et Merci Marie, je vais peut-être arrêter l'enregistrement ici.